Bonjour, bienvenue dans cette 7e et dernière partie de la formation à la vidéo à destination des églises. Aujourd'hui, on va se pencher sur le montage. Si vous tombez tout juste sur la vidéo et que vous n'avez pas vu les précédentes et que ça vous intéresse, je vous laisse la playlist, ça va s'afficher quelque part par là, ou dans la description de la vidéo, n'hésitez pas à aller y faire un tour. Il y a aussi dans la description de la vidéo un lien vers la carte mentale ou carte heuristique de la session. C'est tout simplement le plan détaillé de la session. Je sais que certains aiment bien la télécharger pour l'avoir en PDF en même temps qu'ils suivent la formation. Ça permet parfois de mieux fixer les idées. Quand j'ai commencé à envisager ce 7e et dernier module sur le montage, j'ai au début envisagé de me filmer, en fait, de faire une capture d'écran de mon écran, moi en train de monter une vidéo. Cependant, j'ai trouvé que c'était pas forcément la meilleure approche, dans la mesure où c'est vrai qu'il y a des principes généraux qu'on va voir dans cette vidéo qui sont valables pour tous les logiciels de montage, mais par-ci par-là, au niveau ergonomie, il y a des choses qui sont différentes, et du coup, c'était peut-être le coup à paumer tout le monde. Du coup, le mieux pour le logiciel lui-même et ses fonctions, c'est tout simplement de le prendre en main et de monter les vidéos. En fait, voilà, c'est en forgeant qu'on devient forgeron, c'est en montant qu'on devient monteur de vidéos. Simplement, dans ce dernier module, on va voir quelques éléments clés du montage qui, j'espère, vont vous aider. Et en fin de vidéo, alors ça, je l'ai rajouté, on verra comment paramétrer, bien paramétrer sur YouTube l'upload d'une vidéo. Notamment, il y a une bourde qui est faite par énormément d'églises. On verra ça en fin de vidéo. Tout d'abord, quelques considérations sur le face caméra. Et on va voir qu'en fait, le montage d'un face caméra se décide dès le tournage. En fait, c'est un bon tournage qui décide ensuite d'un bon montage. Comme vous avez vu sur mon propre setup de facecam, j'enregistre le son directement à partir du téléphone. Du coup, j'ai pas à faire de synchronisation. En revanche, si vous faites un face caméra ou même une interview, où là, en revanche, j'enregistre sur le son et l'image sur deux sources différentes, il faut bien veiller à faire un double clap ou un triple, comme vous voulez, mais en tout cas quelque chose qui plus tard va bien se repérer sur le logiciel de montage. La raison est simple, comme je l'avais dit, ça permet de synchroniser très rapidement les pics et de synchroniser la piste vidéo et la piste son en un clic, et comme ça vous retrouverez facilement. Pensez à faire des rushs aérés. Il peut arriver de se tromper, et l'avantage du montage, comme on va le voir, c'est que justement, on n'est pas stressé et on sait qu'on n'a pas à tout faire en une prise. C'est pas du théâtre, hein, ça reste de la vidéo. En revanche, il faut penser à faire des bonnes coupes. Par exemple, là, je vais terminer une phrase et ça va se terminer comme ça. Donc là, j'aurais coupé. Je reprends maintenant mon propos pour vous dire la suite de ce que j'ai à vous dire. Voilà, vous voyez, j'ai vraiment fait une rupture nette. Ça permet au montage de ne pas avoir à bidouiller des sortes de jump cuts comme ça, alors qui sont un peu dans l'air du temps, mais qui passent je constate chez certains youtubeurs, qui commencent un peu à passer de mode. Du coup, voilà, pensez à bien terminer une phrase et avant d'entamer la suivante, de prendre du temps, à moins que ça soit d'entrée, que vous ne vouliez pas faire de montage entre deux phrases, hein, pourquoi pas. Mais par exemple, là, je vais terminer une phrase, et la phrase se termine ainsi. Voilà, ça laisse un bon temps pour de couper, et ça laisse une zone très facile à couper au montage, surtout qu'on n'est plus du tout au temps de la pellicule, quoi. Enfin, je veux dire, vous n'allez pas gâcher de l'argent à faire des rushs comme ça un peu plus longs. Un petit rappel quand même, voilà, il faut que la lumière soit bien mise en place. Il faut savoir qu'on peut récupérer une mauvaise lumière quand même. Le montage permet d'ajuster, comme on va le voir, une balance des blancs. Elle permet d'ajuster l'exposition de la vidéo, mais jusqu'à un certain point. Du coup, tout ce qu'on a vu sur le module de la lumière, c'est le module 3, je crois. Ouais, le module 2, c'est le matériel, donc c'est le module 3. Pensez vraiment à bien l'appliquer. Et c'est le fait d'avoir un bon matériau de départ, c'est-à-dire avec un rush propre et aéré, comme je viens de le dire, et d'avoir un rush bien éclairé qui, ensuite, donnera un rush facile à monter. Un des avantages du montage, si on n'en est toujours pas convaincu, c'est qu'il libère quelque part. Si vous avez la pression de vous dire « Allez, je vais enregistrer une vidéo, mais j'ai pas envie de faire de montage, donc faut vraiment pas que je me plante », en fait, c'est assez stressant. Alors, au début de la vidéo, vous serez pas stressé, parce que quand on se plante dans les 10-20 premières secondes de la vidéo, il n'y a pas grand-chose à reprendre.
En revanche, vers la fin de votre propos, si c'est, je sais pas moi, quelque chose de 1000 ou 1500 mots, enfin bref, qui donne 4 ou 5 minutes d'enregistrement, bah, vous allez arriver à la fin de votre vidéo, et là, il va y avoir le stress, parce que là, c'est plus 10 secondes à rattraper si vous vous plantez, vous avez tout à refaire. C'est pour ça que des vidéos qui sont faites d'une traite comme ça, on voit que la personne qui parle finit par être très stressée vers la fin de la vidéo, c'est qu'elle flippe de tout devoir refaire à ce moment-là. Du coup, ça, le montage, il libère de ça. Vous pouvez refaire, tant que, comme on l'a vu, vous faites des coupes bien nettes, il n'y a pas de problème. Vous pouvez reprendre autant de fois que vous voulez, enfin, tant que vous aurez la patience pour le faire, et vous n'avez pas le stress de devoir faire le rush parfait à chaque fois. Vous pouvez faire votre rush tranquillement. À titre personnel, j'ai pas fait de stats, mais une vidéo qui fait une dizaine de minutes, le rush, en général, il en fait 17 ou 18, voilà. Il y a un facteur 1,6, 1,7 en temps par rapport au temps final de la vidéo. C'est des choses que je retire. Parfois, je me rends compte des bêtises que je dis, parce que monter, c'est pas juste un point technique, c'est parfois une chose d'édition, où on se dit, allez, on se libère face caméra, on dit plein de trucs, et après, on réécoute la vidéo, on se dit, bah là, j'y suis allé, peut-être un peu fort, c'est peut-être mal dit, peut-être que ça va blesser des gens, etc. Bref, le montage, pour tout ça, est libérateur. On va voir maintenant le cas du montage d'une prédication filmée, et là, c'est un peu plus compliqué, parce qu'il y a une chose, c'est qu'on ne peut pas synchroniser le son facilement. Alors, certes, il y a des astuces qui permettent de le faire. Une des premières astuces, c'est tout simplement le temps qui passe, à savoir que les pasteurs qui se sont succédés à Sergi, finalement, au bout d'un moment, je connaissais très bien comment ils démarraient leurs phrases, les intonations. Du coup, en fait, je synchronisais facilement le son et l'image. Bien sûr, vous avez la solution, et ça a pu être évoqué, que je n'ai pas utilisé moi-même, mais qui est peut-être possible, à savoir de balancer le son, donc qui est bon, de votre console directement sur votre caméra, donc notamment typiquement un appareil hybride, et dans ce cas-là, c'est l'appareil hybride qui va à la fois prendre l'image et capter le son, et du coup, il n'y aurait pas de synchro à faire, ce qui est un gros gain de temps. Alors, quand on ne connaît pas le prédicateur, c'est vrai que ça peut poser problème comme ça, mais voilà, globalement, vous inquiétez pas, soit vous enregistrez des pistes séparément avec la vidéo et le son, et vous finirez par connaître le prédicateur et qu'un KA, voilà, a bien calé les pistes. Certes, à moins que les gens vous laissent faire un gros double clap avant la prédication, mais ça m'étonnerait, ce serait mal vu. Ou alors, vous trouvez un dispositif pour enregistrer le son et l'image sur le même appareil. Parfois, on ne fait pas toujours ce qu'on veut, parfois la prédication démarre un peu plus rapidement qu'on l'aurait prévu, la prière du pasteur est courte, le pasteur oublie de prier avant la prédique, ou que sais-je. Bref, on est pris par le temps. Alors, ça peut paraître idiot, enfin, en fait, ça l'est pas, vous allez voir, mais si vous êtes pris par le temps, toujours donner la priorité à l'enregistrement du son par rapport à l'image. Pourquoi ? Tout simplement parce que vous pourrez déjà produire du contenu, quitte à mettre au tout début de la vidéo une amorce avec, je sais pas, une incrustation d'images, avant qu'il y ait la vidéo, avant ceci, cela, mais bref, vous aurez tout le contenu. Donc, à titre personnel, c'est ce que je fais, vraiment, priorité au son par rapport à l'image. Évidemment, le mieux, c'est d'avoir le temps de tout déclencher, mais je me place dans le cas où vous n'aurez pas le temps. Maintenant, on va voir quelques conditions pour être bien pour monter une vidéo. Alors je sais plus si on a parlé de l'ordinateur dans le matériel, mais minimum 6 Go de RAM, que ce soit en config Mac ou en config Windows. Minimum 8 Go, pardon, 8 Go de RAM. Alors, à 4, il y a des logiciels qui vont passer, mais ça va laguer tout le temps. Et du coup, parce que c'est un plaisir aussi monter une vidéo, du coup, il n'y aura même plus le plaisir de monter la vidéo. Donc, 8 Go minimum, et quand une vidéo commence à être complexe pour un ordinateur à monter, c'est quand il y a beaucoup de rushs différents. Par exemple, le documentaire, j'aurais pu faire cuire un œuf sur l'ordinateur pendant qu'il encodait la vidéo. Donc, dans ces cas-là, 16 Go, c'est préférable. À titre personnel, j'avais une configuration MacBook Air à 8 Go,
Et là, j'ai changé pour une configuration 16 Go. Ça me change tout, quoi. Vraiment, c'est beaucoup plus rapide à monter. Voilà, et vous serez donc beaucoup plus confortable. À titre personnel, je préconise de monter au casque. Alors, on peut monter avec le bruit ambiant, en fait, où voilà, vous entendez le bruit ambiant et vous montez la vidéo. Mais à titre personnel, je préfère monter au casque, mais pas forcément. Alors, j'ai un super casque d'écoute de musique, un super casque Marshall, voilà, mais je préfère monter avec un casque moyen, notamment c'est des AirPods. Donc c'est des écouteurs. Pourquoi? Parce que le son de trop bons écouteurs sera trop flatteur, et du coup après le rendu, on peut être déçu sur ce que ça rend réellement pour les moyens d'écoute du commun des mortels, quoi, si je puis dire. Du coup, montez, alors certes, pour bien vous immerger avec des écouteurs, mais pas forcément vos meilleurs écouteurs, des kits piétons de téléphone, ça fait tout à fait l'affaire, des AirPods ou équivalents, bref, des écouteurs moyens. À titre personnel, mais là je sais qu'il y a deux écoles, je préfère une vieille, bonne, grosse souris plutôt qu'un trackpad pour monter des vidéos. Alors certes, quand j'ai quelque chose de très court, vraiment très court à monter, quand il n'y a pas à la fois le son et l'image, quand il n'y a qu'une piste vidéo et son, que je sais qu'il n'y a que l'amorce et la fin à retirer, bon, je fais ça sur mon canapé, avec le trackpad, il n'y a pas de souci. Mais quand il y a à réfléchir, à insérer des images, je trouve toujours plus confortable une souris. Enfin, c'est vous qui voyez ça. Je vais maintenant parler de la routine générale, personnellement, que j'adopte pour monter une vidéo. Alors, tout d'abord, je suis un peu un maniaque de l'organisation, mais c'est bien organiser ses rushs dans des fichiers. Rien de pire qu'un rush qui est paumé, donc j'organise mes rushs. Pour les choses importantes, notamment, je parle toujours du documentaire, je fais des copies de sauvegarde sur un disque dur externe. La raison est très simple, c'est que une interview, ça prend quand même beaucoup de temps, ça sollicite une personne en plus, voire deux, pour Vous êtes le Temple. J'avais pris l'exemple des interviews avec Jean-Fred et Julien. Là, ça nécessite 3 personnes, et il y en a même plus, parce qu'en fait, il y avait eu une série de 3 interviews. Du coup, c'est dommage après de dire j'ai paumé les rushs, quoi. Donc, première chose, l'organisation, organisez-vous par fichier, comme vous voulez, par tag, bref, retrouvez facilement vos fichiers. Ensuite, tout simplement, j'importe les fichiers dans l'espace de travail. Alors sur iMovie, c'est quelque part en haut à gauche, où vous importez les images que vous voulez incruster, le fichier vidéo, bien sûr, le fichier son, et ensuite, vous le glisserez et le déposez en bas dans l'espace directement de montage. À titre personnel, et c'est là où j'évalue vraiment avec les écouteurs, c'est que j'évalue le son et souvent je rehausse un peu le son. Donc quelque part, c'est un mix, c'est faire un... Enfin non, c'est plutôt l'équivalent de ce que serait un master quand on parle de création d'un album musical. Mais oui, je rehausse un peu le niveau sonore, sachant que parfois il faut tâtonner, notamment là, Aurélie a des débuts de phrases très percutants, et je sais qu'au début le son saturait un peu, parce qu'au niveau du son, j'avais mal évalué ce que ça allait rendre, mais... Ça, si vous filmez une prédication, vous vous habituerez au flow vocal et aux intonations du prédicateur pour à la finale avoir un son bien harmonieux qui ne sature pas. Ça vient avec le temps. J'étalonne de façon basique les rushs. Alors j'en parle un peu dans le making-of du documentaire Une église dans la ville, justement. Alors un étalonnage très basique, c'est pas un système de lutte, etc., qui nécessiterait là des fichiers beaucoup plus malléables. On parle de fichiers log. Je rentre pas là-dedans, je parle vraiment de fichiers standards. C'est tout simplement rehausser un peu, si nécessaire, comme je disais, la lumière, voilà, monter un peu l'exposition. C'est quelque part rendre l'image un peu plus chaude, donc baisser la température de couleur. Rappelez-vous, le module sur la lumière, quand on baisse la température de couleur, on rend la lumière plus chaude, c'est contre-intuitif, mais c'est comme ça. Et là, c'est au goût de chacun, voilà, notamment la vidéo que vous regardez là. Je sais, parce que j'ai un setup qui est fixe sur mes facecam, je sais que l'image, je la réchauffe un tout petit peu, voilà. Y a déjà une suggestion automatique du logiciel, donc c'est l'icône baguette magique. Je clique déjà sur cette icône baguette magique sur le rush, je vois ce que ça me propose, et en général je trouve ça un peu trop froid, donc je réchauffe un peu l'image en baissant la température de couleur, et parfois j'éclaircis un peu, mais guère, quoi. Très important, ça coule de source, ça va sans dire, mais ça va mieux en le disant,
tout ce que je viens de dire là, la phase d'étalonnage, etc., est à faire avant de commencer à faire le montage à proprement parler, c'est-à-dire à faire les cuts. Pourquoi? Tout simplement parce que si vous commencez à faire des cuts et qu'après vous étalonnez, ben vous devrez réétalonner toutes les petites parcelles de rush qui ont été cutées. Alors que si, une bonne fois pour toutes, au début, votre grand rush, vous lui faites son étalonnage, vous ajustez la température de couleur comme vous voulez, éventuellement vous rajoutez un peu d'exposition, et ben ce sera fait sur tout le rush, et ensuite vous pourrez le saucissonner comme vous voulez. Je vous dis ça parce que ça m'est déjà arrivé de faire l'erreur, quoi, et c'est assez rageant d'avoir à se retaper tous les petits carrés à réétalonner. On va maintenant parler des agréments qu'on peut mettre sur la vidéo, donc il n'y a pas que le facecam ou il n'y a pas que le culte. On peut tout simplement mettre des titres, c'est ce que je mets notamment en début de prédication, un titre simple avec donc le nom du prédicateur et la date. Là, mettez ce que vous voulez, juste veillez, alors... ouais, ça m'arrive de faire des fautes de frappe dans les titres, parce qu'avec ces fichus correcteurs informatiques, parfois, automatique d'orthographe, il comprend autre chose. Donc voilà, simplement, bon là, c'est la responsabilité de chacun. Si vous mettez des titres, qu'ils soient bien clairs, et pensez à bien les relire, quoi, mais ça tombe sous le sens. Pour agrémenter les vidéos, ensuite, il y a deux principales choses. Il y a l'incrustation d'images, qu'on va voir tout de suite, et il y a le plan B, à savoir le b-roll. Il y a une petite différence, alors parfois on les confond dans le langage, mais c'est pas pareil. L'incrustation d'image, c'est par exemple si je veux avoir un chaton à côté de moi, il apparaît ici maintenant. Vous voyez, il y a un petit chaton là, et ben tout simplement c'est une incrustation d'image, parce que vous me voyez encore, donc le rush principal vous le voyez encore, mais il y a le petit chaton qui est incrusté là. Évidemment, vous incrustez ce que vous voulez, pas forcément des chatons, vous pouvez aussi mettre, c'est ce qu'on a fait dans des vidéos, alors ça fait un moment, et la chaîne est un peu à l'abandon, mais sur la vidéo Théo Temple, donc de théologie, où on incrustait des tableaux avec le plan, des choses, des références, voilà, bref, vous incrustez ce que vous voulez. Comme je disais, il ne faut pas confondre l'incrustation avec le plan B, aussi appelé b-roll, aussi appelé plan de coupe. Le plan de coupe, donc c'est pas une image incrustée, c'est quand tout est remplacé par un autre plan. Par exemple, là, voilà, vous voyez une vidéo de chaton, et ben le chaton, mais vous ne me voyez plus. Donc là, il ne s'agit pas d'une incrustation d'image, mais d'un plan de coupe. Des plans de coupe, vous en avez eu au cours de cette formation quand j'ai cherché à illustrer, en montrant des exemples du documentaire Une église dans la ville, des interviews, des cultes, ceci, cela. Il faut savoir qu'on peut incruster des images qui ne nous appartiennent pas, mais qui sont libres de droit, des images dites de stock, en fait. Il y a un site qui est vraiment pas mal, qui en regroupe des gratuites, c'est Pixabay. Le site est vraiment bien fait, hein, où vous avez des sons, où vous avez des images et des vidéos libres de droit. Et là, j'en profite pour dire deux choses. Tout d'abord, bon, il m'est arrivé de devoir avoir accès aux versions payantes, à savoir que Pixabay est en fait la vitrine de eStock. Et eStock, c'est un peu comme le Shutterstock, qui est un peu plus connu, mais avec des images libres de droit. Ou parfois, voilà, j'ai vraiment, sur certaines productions vidéo, j'ai dû aller piocher dans les images payantes. Donc il y a des forfaits, mais vraiment pour, sans exagérer, 95% de mes productions vidéo, les images et vidéos libres de droit de Pixabay, donc gratuites, étaient suffisantes. Ainsi que les musiques, hein, notamment les musiques un peu épiques, de style épique, que vous trouvez dans le documentaire. Je parle que de ce documentaire, mais voilà, de Une église dans la ville, ça vient de Pixabay aussi. Juste, il faut... Là, c'est personnel, ce que je dis, il faut limiter, je pense, l'utilisation de ces plans de coupe, de ces b-roll, qui commencent un peu à faire cheap, je trouve. Ça fait vraiment la vidéo type du youtubeur avec des plans de coupe. On dit que l'impôt tue l'impôt, je trouve que trop de b-roll tue le b-roll, quelque part. Ça finit par devenir complètement caricatural, et ça donne un aspect assez cheap, parce que c'est toujours le même type de personne qu'on retrouve dans ces b-roll. Voilà ce que je pouvais dire sur le montage. Maintenant, on va se retrouver, donc je vais vous montrer les paramètres d'une vidéo YouTube, donc comment pas comment uploader une vidéo sur YouTube, mais les bons paramètres, avec notamment une chose surtout à ne pas faire, et que beaucoup de monde, hélas, fait, donc on se retrouve devant l'ordinateur.
Nous voici sur mon écran, il s'agit du studio YouTube. C'est là où on peut paramétrer toute la description de la vidéo. C'est là où, donc, évidemment, on met le titre, etc., etc. Donc, les bons paramètres. Bah, tout d'abord, il y a le titre. Alors, j'ai remarqué que beaucoup faisaient ça, donc tout simplement, je l'ai répliqué, à savoir une alternance de majuscules et de minuscules. Vous voyez, là, le titre, c'est « Se soumettre à Dieu pour entendre sa voix ». Voilà, il y a des choses en minuscules et des choses en majuscules, les mots importants. Voilà, faites comme vous voulez. Ensuite, alors, je passe sur l'art et la manière de faire une description, hein, mais c'est bien de mettre beaucoup de mots parce que l'indexation pour les recherches se fait par mots-clés, et notamment ceux qu'on trouve dans la description. Donc, Fils, Jésus, voilà, prédication, Joël d'Acosta, bon ça c'est le nom du pasteur qui était invité à prêcher. Ensuite, pour le cadre d'une prédication, personnellement, je remets le texte de la prédication, ça fait pas de mal, ça fait toujours des mots en plus référencés. Je choisis une miniature, donc là on n'est pas sur les paramètres, hein, sachant que YouTube peut sélectionner automatiquement des arrêts sur image de la vidéo que vous pouvez choisir comme miniature. Personnellement, c'est des images, souvent que je trouve sur Pixabay, qui sont libres de droit. Une playlist, ben on peut mettre la vidéo dans une playlist, tout simplement. Donc là, c'est la playlist prédication. On peut mettre une ou plusieurs playlists, hein, c'est pas limitatif. Parfois, il y a des séries de prédications. Par exemple, il y a une série de prédications « Courir pour Dieu ». Ben, les vidéos de cette série de prédications sont à la fois dans la playlist « Courir pour Dieu » et à la fois dans la playlist « Prédication ». S'il n'y a pas votre bonheur dans les prédications, dans les playlists déjà existantes, nouvelle playlist, et vous créez une playlist. Tout simplement. Voilà, voilà. Donc ensuite, voilà, on en arrive aux paramètres où j'ai vu beaucoup, et c'est normal vu comment c'est formulé, où j'ai vu beaucoup mettre le mauvais paramètre. Alors, il faut toujours, et entendez-moi bien, toujours mettre « Non, la vidéo n'est pas conçue pour les enfants », même si elle est conçue pour les enfants. Alors, je ne sais pas si c'est une mauvaise traduction de l'interface originale en... comment dire, de l'interface originale en anglais, etc., si c'est autre chose qu'ils veulent dire, mais si vous mettez « Oui, la vidéo est conçue pour les enfants », déjà, on peut moins la commenter, c'est beaucoup moins agréable à regarder pour les personnes qui sont souvent sur YouTube, parce que dès que vous mettez la vidéo en petite icône, elle n'est plus lancée. Et bref, en fait, ils n'auraient pas dû mettre ça, c'est quand vous mettez « Oui, elle est conçue pour les enfants », ça vous envoie, bien sûr, ça upload bien votre vidéo sur YouTube, mais ça la met sur YouTube Kids, qui est une toute autre interface et pas du tout dédiée. Alors, évidemment, il y a une chaîne dédiée, elle, vraiment aux enfants, qui est le Petit Temple. Ben, évidemment, là, c'est vraiment fait que pour les enfants, donc et ça a un sens de mettre « Oui, elle est conçue pour les enfants », d'autant qu'il y a des voix d'enfants qui peuvent apparaître, etc. En revanche, pour tout ce qui est vos études bibliques, tout ce qui est vos prédications, évidemment, tant que vous ne montrez pas d'enfants à l'écran, hein, c'est important, il ne faut pas montrer d'enfants à l'écran, mais voilà, vous devez toujours mettre « Non, elle n'est pas conçue pour les enfants ». Voilà, ne mettez jamais que votre vidéo est conçue pour les enfants. Je pense avoir insisté assez lourdement, mais voilà. Ensuite, alors ça mange pas de pain. Bon, YouTube peut chapitrer automatiquement les vidéos pour une aide à la navigation, donc ça, oui, pourquoi pas. Lieux mentionnés, autoriser les lieux automatiques, pourquoi pas. Concept automatique, alors ça c'est nouveau, voilà, cela permet aux spectateurs d'approfondir leurs connaissances sans quitter les vidéos. Ça, pourquoi pas. Et ensuite, vous pouvez mettre des tags. Alors, il faut savoir, comme ils le rappellent eux-mêmes, voilà, les tags peuvent être utilisés si les mots désignant le contenu de votre vidéo sont souvent mal orthographiés. Ben, c'est vrai que Dieu peut être marqué Dieu avec un D majuscule ou sans. Jésus-Christ, il y a le tiret ou pas, etc. Donc, c'est pas une mauvaise orthographe, mais c'est une orthographe différentes. Du coup, vous pouvez mettre quelques mots-clés, sachant que comme ils mettent, et c'est ce que disent la plupart des spécialistes sur YouTube, à part cela, les tags n'ont qu'un impact minime sur la visibilité de vos contenus, donc perdez pas non plus votre dimanche à réfléchir aux tags que vous allez mettre. Voilà. Langue de la vidéo, j'ai jamais sélectionné, j'ai toujours voilà, laissé rien là.
Langue du titre et de la description, j'ai toujours laissé vide ici. Certificat de sous-titrage, j'ai toujours mis aucun ici parce que j'ai jamais eu à faire de sous-titres. Date d'enregistrement, bah, j'ai pas choisi de date. Voilà, ça n'a pas d'impact à mon avis. Lieu de tournage, il reconnaît automatiquement Temple de Cergy. J'aime bien ici le mettre. Et ici, voilà, licence YouTube standard. Voilà. Et autoriser l'intégration, bah, c'est tout simplement que ça autorise l'intégration de la vidéo sur les sites web. Donc ça, il faut vraiment le cocher, parce qu'ensuite, si vous avez un site web et que vous voulez diffuser votre vidéo en mettant le lien, et la plupart des CMS aujourd'hui, que ce soit WordPress ou que ce soit un autre, quand vous mettez le lien d'une vidéo, reconnaît que c'est un lien de vidéo et un affichage spécial. En tout cas, enfin, je sais, j'ai deux sites sur WordPress. C'est très bien fait. Donc, il faut mettre, oui, autoriser l'intégration. Et en revanche, pour ce qui est remix des shorts, là, il faut mettre ne pas autoriser le remixage. À titre personnel, c'est ce que je mets. Ça évite que quelqu'un s'amuse à remixer mes vidéos pour ses propres vidéos shorts sur YouTube. Voilà, voilà. Catégorie, bon bah là, éducation, c'est ce qui s'éloigne le moins. Il n'y a pas, bon c'est très laïque, hein, il n'y a pas prédication, voilà. Donc voilà, je m'en tiens à éducation. Évidemment, on ne va pas mettre automoto ou autre chose, bien qu'il paraît que ça ne joue pas énormément, mais voilà. Éducation, je trouve ça bien pour des prédications. Et à titre personnel, là, la chaîne ne demande pas non plus énormément de modération. Hein. C'est pas comme sur des chaînes qui ont plusieurs milliers d'abonnés. Voilà, mais je pense que activer les commentaires et mettre aucune vérification des commentaires est bien, parce qu'on a forcément le temps et on n'a pas un flux tel qu'on n'a pas le temps de gérer tous les commentaires. Si jamais, et c'est tout le mal que je souhaite, hein, que cette chaîne ou qu'une chaîne ou qu'une autre passe à 100 000 ou 200 000 abonnés, là, il y aura énormément de commentaires et là, évidemment, il faut vérifier. Faut mettre supprimer des commentaires inappropriés, voilà. Mais pour l'instant, je recommande ces paramètres. J'en ai fini, merci beaucoup d'avoir suivi cette formation. J'en ai beaucoup parlé au cours des 7 modules. N'hésitez pas à aller voir Une église dans la ville, le documentaire. Je vous le laisse pour finir, ça va s'afficher là, si ça ne s'est déjà affiché. Donc n'hésitez pas à aller voir ce documentaire, à vous abonner à la chaîne du Temple de Cergy. Merci beaucoup pour votre attention. Les vidéos vont bientôt reprendre sur la chaîne avec du contenu inédit, donc d'ici les prochains mois. Donc je vous dis rendez-vous dans le documentaire ou à très bientôt sur la chaîne. D'ici là, soyez abondamment bénis. Ciao.